tous, j'ai une mauvaise nouvelle, mais toutes les bonnes choses ont une fin et la foire gastronomique n'y fait pas exception. Nous voici arrivés au dernier jour de cette quinzaine. La 92e foire internationale et gastronomique aura tenu ses promesses avec beaucoup de belles choses. Encore un programme riche cependant pour cette dernière journée qui est placé notamment sous le signe de la gourmandise. Si les grands en ont profité, les petits sont au programme aujourd'hui et ne sont pas en reste puisqu'ils ont déjà eu des ateliers, ils en auront encore. Et d'ailleurs, on va en parler avec mon invité du jour. L'invité du jour, c'est Muriel Arcos. Bonjour Madame Arcos. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Alors vous êtes la responsable de Cakes in the City. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que Cakes in the City? Eh ben, c'est mon bébé. Donc, moi je suis pâtissière depuis maintenant plus de 10 ans et c'est ma société que j'ai créée en fait pour faire rêver les petits et les grands avec des gâteaux de folie. Voilà. Et des bonnes gourmandises, j'imagine. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez répondu à l'invitation de la foire de venir? Parce que vous faites des ateliers, on va Tout revenir. à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer le jeu de la foire? Pour plusieurs choses. D'une part, la foire pour moi c'est incontournable. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur Dijon. Et la foire pour moi c'est la foire, quoi. On y vient parce que c'est un rendez-vous incontournable de Dijon. Deuxièmement, j'adore partager. Donc même dans mon atelier, enfin même dans mon entreprise, j'adore partager. Et les enfants, je pense que c'est très très bien de les éduquer au bon goût, au travail avec leurs mains. Et puis quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Alors vous avez déjà fait un premier atelier, on a d'ailleurs quelques images. Oui. C'était à l'occasion sur la thématique d'Halloween. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait faire déjà à ces enfants? Alors on a fait des petits, en fait on fait un mets salé, un mets sucré. Donc on avait fait des petits cercueils en pain de mie, donc des petits casse-croûtes. Et puis on a fait surtout de la déco de sablé d'Halloween, donc citrouille. On avait fait qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chauves-souris et il y avait des petits fantômes. Voilà. Donc sucré et salé. Voilà, en fait on a fait un mets salé, un mets sucré en 1 heure. Voilà. Ah, ok. Et comment les enfants réagissent-ils? Est-ce qu'ils aiment mettre la main dans la pâte? Là, on voit qu'ils ont l'air très... Ils adorent. Ils adorent. Franchement, c'était même limite trop court. Ils étaient vraiment tous très créatifs, très attentifs, très demandeurs. Là, hein. Ah oui, mais c'est super concentré. On avait des petites œuvres d'art. Et donc avec en plus l'amicale qui m'a donné un petit coup de main. Ça, c'était super sympa aussi. Et vraiment le côté tradition et le côté partage. Et les petits cuistots, les petits pâtissiers en herbe, ils ont été vraiment, vraiment super. Combien d'enfants vous avez accueillis à peu près? J'avais 7 enfants. Et aujourd'hui, vous avez un nouvel atelier pour ce idem, dernier jour. Avec 7 enfants sur le thème de Noël. Forcément, bien Halloween sûr. c'est passé, Noël approche et déjà les petits comme les grands, soyons honnêtes, se projettent déjà. C'est clair. Et alors, quel va être le programme de cet atelier? Alors, on va faire d'abord un petit apéritif, on va faire des petits feuilletés pour faire un petit apéritif de Noël, hein, voilà. Et puis pareil, donc des petits sablés, parce que ça plaît énormément, donc en forme de sapin, en forme de bonhomme, en forme d'étoile. Et pareil, même principe, avec pour le coup vraiment une grande créativité. J'ai emmené de la pâte à sucre, des petites perles qui se mangent, vraiment le côté gourmand et le côté surtout ludique mais qui se mange. Voilà. Alors, je m'adresse à la pâtissière que vous êtes. Oui. J'aime beaucoup faire de la pâtisserie, mais il ne faut pas se mentir, entre ce que je fais et la photo qui est sur la recette, ça n'a rien à voir. Alors quels sont les petits conseils que vous donnez aux enfants et que vous pourriez aussi nous donner, à moi la première, pour réussir un peu en pâtisserie? Est-ce qu'il faut suivre la recette à la lettre? Est-ce qu'il faut faire preuve un peu de créativité, oser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand on débute, il faut vraiment suivre la recette. C'est vraiment quand on a une expérience qu'on peut commencer un petit peu à transgresser la recette. Mais surtout, il faut d'abord voir si la recette va nous correspondre et pas s'attaquer non plus à une montagne. Le vraiment, millefeuille, pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. On débute, mais comme tout le monde, on débute par des petites choses. Et surtout, rassurez-vous, les photos de magazines sont retouchées. Hein, donc, mais non, ça surtout se faire plaisir. Voilà, si on a envie de faire un bon gâteau au chocolat, on se fait plaisir. Et surtout, après, au niveau de la déco, mettre des fruits frais, mettre des fruits confits, mettre des petites billes. On trouve maintenant partout, que ce soit en internet ou en magasin sur Dijon, des petites choses. Vraiment, pour faire ça, surtout en famille et prendre du plaisir. Surtout. Et alors là, vous allez préparer Noël avec les enfants aujourd'hui. Est-ce que vous avez une ou deux recettes de Noël que vous pourriez nous conseiller ou des petites astuces, des petits trucs déco? Alors, je vais vous donner surtout une recette de sablé de Noël qui est très simple, qui tient en très très peu de temps. Alors on est déjà... Je suis prête. Voilà, attendez. Donc, elle est simple et efficace. Je suis prête à noter. Il nous faut 300 g de farine. Allez, je note. 300 g de farine. Il nous faut 150 g de beurre. 150 g de beurre. 125 g de sucre en poudre. 125 g de sucre en poudre. Un œuf. Ok. Et alors après, on peut mettre ou une gousse de vanille grattée, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre plein d'arômes. On
on la met ou à la main ou avec un robot. Maintenant, on a des robots qui marchent tout seuls. On la fait reposer un petit quart d'heure au frigo. Okay. On mélange tout et on mélange. On la fait faire une belle pâte sablée, tout simplement. Et Okay. après, on va étaler sur, on va dire, un demi-centimètre. Et après, si on a des emporte-pièces, on fait des choses. Sinon, on prend un verre retourné, on prend un couteau et après, on met au four 180 degrés. On va dire à peine 10 minutes, qu'il soit à peine doré. Okay. Et après, on les mange ou comme ça avec le thé, ou alors après, on peut les décorer du chocolat fondu, du chocolat noir, lait blanc. On peut mettre dessus, pourquoi pas, les coller les deux avec de la confiture, de la pâte à tartiner. C'est une recette basique, mais qui vraiment, mais à chaque fois, je la donne parce qu'elle est top. D'une simplicité exemplaire. Quand vous parlez de gâteaux, de pâtisserie, on sent. Vous avez les yeux qui pétillent. C'est une passion. On sent effectivement la passion. C'est une passion. Qu'est-ce qui vous a amené à la pâtisserie? Une tradition de famille de femmes. En fait, c'est une histoire de femmes, la pâtisserie. Ma maman cuisine très bien et ma grand-mère, à l'époque, dans les années 70, était traiteur. Ce qui était très très rare à l'époque et elle m'a donné vraiment le goût de ça. Moi, j'avais 5 ans, j'étais dans ses pâtes. Mais vous auriez pu partir en cuisine. Pourtant, oui, c'est la pâtisserie qui mais vous malheureusement, et je milite pour ça, c'est qu'à l'époque, moi, j'ai une cinquantaine d'années, 89, j'ai passé mon bac et j'étais ce qu'on appelle plutôt bonne à l'école. Hein, c'est pas du tout très narcissique, mais le CAP, c'était vraiment pour les pas bons, malheureusement. Okay. Et moi, on m'a dit, non, tu vas aller en fac parce que toi, t'es bonne. Donc, alors que moi, je rêvais de faire des gâteaux. Donc, j'ai fait comme tout le monde un petit peu ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, basta, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué, j'ai passé un CAP, j'ai tout refait de zéro. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc, c'était vraiment chevillé au corps et je devais un jour faire ce métier. Et les enfants vous le rendent bien, j'imagine. Ah mais voilà, et puis mes clients, les gens se rendent compte parce que c'est vraiment un métier de partage. Depuis que je fais ce métier, j'ai rencontré des gens hyper intéressants, hyper enrichissants. On se forme toujours entre nous et c'est ça qui est bien. On est une vraie corporation avec des gens très sympas et voilà. Et à Cakes and the City, vous êtes toute seule? Tout à fait, c'est un laboratoire de production, donc j'ai pas de boutique avec clients sur rue. C'est uniquement sur commande, gâteaux. Donc je peux pas passer en me disant, tiens, je vais aller goûter un des gâteaux de Muriel. Alors si j'en fais, vous passez, je vous paye le café, vous pouvez en manger un. Mais si vous voulez un gâteau pour le soir même, faut me le commander quelques jours, voire même quelques semaines à l'avance, que le calendrier là en train de se charger d'ici Noël. Mais ça peut être du Paris-Brest, comme à des gâteaux 4 étages, 5 étages, ou des guimauves, des pâtes de fruits, fraisier, des macarons, un fraisier, 3 chocolats, exactement, voilà. Forêt noire. Et voilà, donc ça peut être aussi, là pour Noël, je vais attaquer tout ce qui est confiserie, guimauve, pâtes de fruits, truffes, sablés, vous savez, les bredelleux alsaciens. Non mais c'est bon, vous m'avez emmené, ça y est. Donc, voilà. Ça y est, je suis partie avec vous. Ouais, c'est une passion. On ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné. Ça ne peut pas exister. Écoutez, merci à vous Muriel. Un grand merci à vous de m'avoir invité. Vous avez consacré. Amusez-vous bien avec nos apprentis pâtissiers tout à l'heure. Mais j'en doute pas une minute. Écoutez, on vous laisse aller préparer vos petites affaires et on vous dit à très vite, en tout cas à l'année prochaine sans doute. J'espère en tout cas, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous et nous dans un instant on va passer du coup en cuisine et on continue à parler de gourmandise, c'est promis. Alors pendant cette 92e foire internationale et gastronomique de Dijon, on s'est régalé dans cette rubrique en cuisine. Nous avons accueilli des cuisiniers, de nombreux cuisiniers qui nous ont délivré des recettes qui nous ont fait saliver. On a eu aussi un barman qui nous a fait des cocktails. On a aussi parlé de vin pendant cette émission. Et à mon goût, on n'a pas assez parlé de pâtisserie. Heureusement, aujourd'hui, on va rectifier le tir puisque au fourneau, le sucré, je ne vous le cache pas, a ma préférence. Et un bon repas se doit de se terminer par un bon gâteau, une succulente pâtisserie. Alors le programme du jour, c'est l'occasion de vous recevoir, Monsieur Pierre Hubert, puisque vous êtes pâtissier et que surtout vous êtes le président du concours Tarte No Limit pour la 2e année consécutive. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ce concours? Et la genèse du concours, c'était il y a 3 ans. C'était sur les bûches et on a voulu changer en fait. Je rectifie juste un peu. Et j'avais proposé les tartes et on m'a tous regardé avec des grands yeux ronds, mais moi dans ma tête je pensais bien la tarte, c'est familial, la tarte ça rappelle plein de bons souvenirs je trouve, donc je disais non on va faire la tarte. Et du coup ça avait bien plu, donc c'est pour ça qu'on réitère une deuxième série de cette tartes. année, Voilà, une deuxième édition de ces tartes. C'est et ça. Effectivement, elles sont magnifiques ces tartes. Nous avons des images qui vont défiler et qui nous montrent effectivement à quel point elles sont superbes. Et alors, ce sont des amateurs principalement. Il y a 20 candidats, je crois. C'est ça, 20 en amateur et on a 7 en formation, ce que je tiens toujours aussi à ce qu'il y ait des jeunes en formation. Pourquoi vous y tenez? Parce que c'est ceux qui vont prendre notre suite, donc c'est Ce sont vos successeurs? C'est ça. C'est important C'est de voir ça, ce qu'ils oui, font. c'est ça, pas forcément de voir, mais de les encourager à faire des concours, à se comparer aussi aux autres, parce qu'il y a du coup les amateurs à côté aussi, voir où on est rendu. Et puis voilà. On voit la différence entre les amateurs justement et les jeunes en formation? Oui, quand même, mais on voit des amateurs qui
qui viennent les titiller? Oui, vraiment, vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que vous sentez que si c'est un amateur ou si c'est un jeune en formation, ça va être dans la présentation? C'est surtout dans les montages. Dans les montages, dans les cuissons. Des fois, on va voir que on n'est pas sur du matériel de ménagère, déjà, parce que c'est pas pareil. Et on verra quand même que c'est un peu plus régulier, peut-être sans critiquer l'amateurisme, que j'ai commencé comme ça. Et alors, quel est le concours? Qu'est-ce que devaient amener justement les candidats, les 20 ou les 7 amateurs? Ils devaient amener 4 tartelettes individuelles et on avait 3 textures. Donc cette année, le petit plus, c'est que je note la cuisson, parce que moi je suis très à cheval sur les cuissons des fonds de tarte. Alors oui, parce qu'il y a de nombreux critères. Alors là, justement, la justesse de la cuisson à laquelle vous tenez. Alors, avant que je vous donne peut-être les autres, pourquoi c'est si important cette justesse de la cuisson? Eh ben, pour moi, une pâte doit être cuite à cœur. J'aime pas, je dépasse jamais les 145. Parce qu'au-dessus de 145, on caramélise le sucre, donc on a un goût caramélisé, alors que moi je veux un goût beurré, friable. Voilà. Donc vous allez être attentif à ça. Alors je crois que dans les autres critères, il y a l'esthétique. C'est ça. Alors forcément, elles sont jolies, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui va faire une belle esthétique sur une tarte? Une belle esthétique, il y a beaucoup de choses. Ça va être ça nous donne envie de manger déjà. Oui, déjà, il faut que ça donne envie, mais des couleurs, des formes. Les couleurs, moi, c'est pas vraiment la couleur, moi j'aime bien les couleurs du produit en lui-même. On met très rarement des colorants chez nous et il y en a quasiment plus. C'est vraiment la couleur naturelle du fruit j'aime bien. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus appétant. Donc le goût, forcément. Eh ben oui. Forcément, c'est quand même un peu l'essentiel. Voilà, le jeu de toutes les saveurs qui pour nous mettre. Le rappel des textures aussi. Voilà, c'est ça. L'originalité. Alors qu'est-ce qui fait l'originalité d'une tarte? Originalité, alors moi j'ai mis originalité, mais c'était surtout pour voir si on est dans la saisonnalité. C'est des fois un peu difficile, je voudrais éviter de voir de l'abricot, mais originalité c'est réussir à faire quelque chose avec ce qu'on a aujourd'hui. Déjà aujourd'hui avec l'heure actuelle et en saisonnalité, ça va être le marron, les choses comme ça. C'est vrai que si on voit de l'abricot. Oui, mais si c'est la spécialité de l'amateur. C'est ça, on va goûter, mais... Ah bah j'espère. Oui, excusez-moi. Et le respect du thème, il y a un thème chaque année ou... Respect du thème, c'était surtout d'avoir nos 3 textures. Les 3 textures, dont un croustillant. C'était dont vraiment... un croustillant, Pour moi, une tarte, ça doit vraiment être déjà le fond de pâte. Déjà, il amène un croustillant, mais je voulais quelque chose en plus... plus crunchy, plus... et cette qualité du croustillant, ça fait partie des critères également. C'est vraiment quelque chose où vous allez être attaché. Qu'est-ce qui vous a donné, comme à nos amateurs ou comme nos futurs professionnels, le goût de la pâtisserie? Le goût de la pâtisserie, c'est les tartes avec maman. Voilà. Tout simplement? C'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que les tartes, ça rappelle un bon souvenir et puis moi, j'ai toujours aimé faire des gâteaux avec maman, parce que c'était les gâteaux du dimanche, mais j'aimais bien faire les tartes. Et vous êtes très tôt orienté dans cette voie? On a eu Madame Muriel Arcos juste avant vous, qui elle a commencé par autre chose. Non, au départ, je voulais faire de la boulangerie. Ok, c'était pas très éloigné. Je viens de la campagne profonde, je suis fier de venir de ma campagne profonde, mais on n'avait pas de pâtisserie pure. Donc moi, je m'étais orienté vers la boulangerie-pâtisserie, les deux à la fois, mais c'est vrai que plus la pâtisserie, mais je me disais pour commencer la boulangerie. Et il s'avère que j'avais trouvé une place à l'école hôtelière qui faisait pâtisserie, donc je me dis on va faire pâtisserie. Tant qu'à faire. Et puis au fur et à mesure des années qui passaient, des stages effectués, donc j'ai pu effectuer un stage chez Laurent Le Daniel qui était meilleur ouvrier de France. Là j'ai vu ce que c'était que vraiment la pâtisserie. Le haut de gamme. Haute voltige, c'est ça, avec vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, et ça m'avait beaucoup plu, donc en fait j'ai continué comme ça. Alors peut-être pour ceux de l'année prochaine, un petit tuyau, c'est quoi votre tarte préférée? Ma tarte préférée Ou celle que vous aimez réaliser sinon? Celle que j'aime bien faire à la maison, c'est la tarte aux pommes. Moi je viens de la Bretagne, à côté de la Normandie, c'est la pomme quand même. Donc le grand classique. Mais le classique... c'est pas dit qu'il n'est pas forcément évident à faire. C'est ça, une tarte aux pommes pour avec moi, ou sans appareil? Sans appareil. Moi, une tarte aux pommes, ça reste toujours un fond de pâte feuilleté, mais des chutes de feuilletage, on appelle ça des rognures. C'est pas péjoratif. Après, c'est vraiment une compote de pommes bien beurrée, mais vraiment bien beurrée chez nous, elle est bien beurrée. Okay. C'est ce qui est bon. Et après, des pommes vraiment bien serrées, coupées fin, bien serrées, beurrées, sucrées. Et moi, je sais que
Une tarte aux pommes, chez moi, c'est presque 1h30 de cuisson. C'est très long. Ah oui, mais Ouais, pas il faut trop que fort la du pomme, coup. elle confie, etc. Donc c'est pas fort mais long en fait. C'est ça, un démarrage un peu fort, mais après on baisse, on alterne. Et on laisse le temps à la pomme de... C'est ça, de confire. Ouais. Ok. Et alors justement, ces tartes, alors je ne sais pas, peut-être qu'on aura une tarte aux pommes, Je sais pas. on verra. On verra. Est-ce que le public va pouvoir goûter ou tout est pour le jury? Il y en a beaucoup. 4 Il y en a par beaucoup. candidat, 20 Donc, candidats c'est vrai amateurs plus qu'en 7 candidats, 20 oui. pour être sérieux jusqu'à la fin, on va vraiment pas couper des grosses parts. Parce que ça reste de la dégustation. Je pense qu'il y en aura pour le public derrière. Ouais. Ah, bon, donc il faut on est assez être content. vers quelle heure, vers la table des chefs? Et ben on commence à midi. Et donc le temps que ça se fasse, je sais pas si on a pour 1 heure ou 1 heure Oui, et demie. donc je sais en gros, à partir de midi et demi, 13h, commencez à venir voir un midi petit et peu. demi, je pense. Ouais. Même midi et demi, il faut commencer à être là, on ne sait jamais. Ouais. On sait jamais, c'est pour ceux qui vous reviendrez l'année prochaine, on ne sait jamais, ils sauront à quelle heure il faut venir. Et quel conseil vous donneriez aux pâtissiers en herbe qui voudraient peut-être... En formation ou, Ceux qui voudraient, ceux qui hésitent à suivre cette voie, qui se disent, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un pour qui les envisage amateurs, donc déjà pour les amateurs, je dirais une chose, c'est quand on se pose cette question-là, c'est important de connaître le positif et le négatif de la pâtisserie, parce qu'il n'y a pas que du positif. C'est pas que des bonnes choses à grignoter. Eh ben non, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'on a cette rigueur. Donc la rigueur, c'est assez facile sur un gâteau en lui-même, mais c'est vrai que nous on fait pas que un gâteau, on en a beaucoup. Mais c'est surtout que le samedi, le dimanche, c'est fini, les jours fériés, c'est fini, etc. Donc pour moi, c'est important de se poser la question. J'aime la pâtisserie pour un métier, pour faire ce métier, ou je veux que ça soit une passion de tous les jours, entre guillemets, à la maison. Donc pour moi, il faut faire un stage de découverte, c'est important. Parce qu'on a beaucoup d'émissions télé aujourd'hui qui on va dire... C'est bien pour nous, mais... Oui, ça vulgarise un peu le métier, en tout cas ça l'ouvre, on ça voit le rend le côté accessible. pas forcément facile, hein, c'est pas Non, ça, mais... en tout cas on voit le côté pâtisserie, on le voit pas côté forcément... plaisir. Voilà, on voit pas côté forcément plaisir. les horaires, effectivement. Et c'est vrai que nous le côté plaisir, c'est le matin à la fournée. Après, c'est de la production. Hein. Il faut les pâtes, il faut les pétrir. Hein. Il faut faire les crèmes, il faut faire tout ça. Combien de pâtisseries vous faites dans une journée? Beaucoup. Non, ça va dépendre des journées de ce qu'on va faire. Si on fait des macarons, si on fait des tartes, si on fait des entremets. C'est variable. C'est ça, ouais, c'est variable. Et ça, c'était pour le conseil pour l'amateur qui se dit, est-ce que peut-être, voyant les émissions de télé, je me dis, je veux devenir pâtissier parce que j'aime ça. Mais il faut faire un stage découverte. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Une et semaine alors, en stage le découverte. conseil aux jeunes, par contre, celui qui est Pour les déjà jeunes dans en la formation, formation, de faire des concours. Ah. De faire des concours, ouais, c'est important de se déplacer dans toute la France. pour roder sa pratique. Non, déjà pour voir ce qui se fait autour de nous, pour s'ouvrir déjà au métier, parce que moi je vais chez mes collègues en Alsace, je vois une autre pâtisserie, quand je retourne chez moi en Bretagne, je vois une autre pâtisserie, quand je vais à Paris, je vois une autre pâtisserie, et c'est ça qui est génial, quoi. La meilleure, elle est en Bourgogne, rassurez-moi. Et en Bretagne. Ah, bon, d'accord. Allez, d'accord. Non, elle est partout en France. Honnêtement, en France, il y a tellement de choses que c'est un plaisir dans toutes les régions. Hein. Écoutez, merci à vous en tout cas. J'aimerais bien être à votre place, je vous l'avoue là tout de suite, parce que je me dis qu'il y a 27 pâtisseries à aller goûter. Il manque un jury si vous voulez. Non, je plaisante. 27 tartes, je veux bien. Je veux bien faire la 28e. On va continuer avec un autre invité d'honneur. Alors aujourd'hui on a parlé de gourmandise, mais l'autre invité d'honneur de cette quinzaine, c'était bien sûr le vin. Donc tout de suite, on va parler de vin. Impossible de ne pas terminer notre série d'émissions sur cette 92e foire internationale et gastronomique sans parler de vin, l'invité d'honneur de cette année. Pour parler de vin, il y a plusieurs professions qui sont indiscutablement bien placées et celle que je reçois aujourd'hui est idéale puisque Monsieur Sausseret, vous êtes sommelier. Merci à vous, Guillaume Sausseret, d'être avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné ce goût du vin? Parce que je n'imagine pas un sommelier qui n'ait pas le goût du vin. Ah non, ça vient dès la petite enfance, c'est les repas de famille. C'est également le goût des bonnes bouteilles, même petit. Le tire-bouchon est toujours à portée de main, c'est toujours un jouet, alors pourquoi pas jouer toute la vie. Oui, c'est sympa, c'est une bonne vision des choses. Voilà, et jouer à ouvrir des bouteilles, à faire plaisir, à partager
les connaissances du vin, ce que l'on a pu apprendre. Parce que vous auriez pu partir dans un autre domaine autour du vin, mais vous avez choisi sommelier. J'ai commencé avec une formation de cuisinier au lycée des franchises à Langres, dans la Haute-Marne, mon département natal. Et ensuite, je suis arrivé sur Dijon. On ne vous en veut pas. Non, mais la Bourgogne ne vous en veut pas. Pas du tout. Et ensuite, je suis arrivé sur Dijon. Et au fil des années d'études, j'ai découvert la passion du vin. Et forcément, je ne pouvais pas quitter les études sans faire la mention complémentaire sommellerie du lycée du Castel. Et derrière, les établissements étoilés. Alors justement, quel a été votre parcours? C'est bien, vous devancez mes questions. Quel a été votre parcours? Vous avez donc choisi la cuisine d'abord, puis vous avez fait la spécialité sommellerie. Oui. Et ensuite, vous avez votre diplôme et vous êtes parti, vous êtes devenu sommelier, j'imagine? Voilà. Alors où? J'ai fait un passage rapide en Alsace, à l'Auberge de Lille, avec Serge Lups, qui est le meilleur sommelier du monde. Je suis également passé chez Christian Tête-d'Oie à Lyon. Voilà, ça c'était un petit peu avant. Et puis ensuite, dans la partie locale et bourguignonne, Stéphane Derbord pendant 4 ans, la rôtisserie du Chambertin, avant d'atterrir à 100 mètres de la foire en début d'année dernière, pour être un simple serveur, puisque j'ai une activité caviste à côté. Ça s'appelle J'ai du vin, c'est en Haute-Marne et sur Dijon. Et ce n'est une représentation que de vins de producteurs locaux et de produits régionaux. Alors, voilà. La défense du bien boire, du bon manger, bourguignon et champenois. Alors, J'ai du vin, donc effectivement, votre activité de caviste, en quoi ça consiste exactement? C'est-à-dire, vous n'avez pas de boutique propre, si? Non, pour le moment uniquement par téléphone et par une page Facebook. Donc je cherche un bon vin pour ce week-end, par exemple. Voilà. Je vous appelle, je dis voilà, j'ai un dîner chez des amis. Qu'est-ce que vous me proposez, Guillaume? Voilà, et c'est en fonction de ce que j'ai momentanément, puisque je fonctionne assez aléatoire. Selon les arrivages. Ouais, selon les arrivages, et je fais en fonction avec aussi des marchés extérieurs et des salons. Voilà, parce que n'ayant pas de boutique pour recevoir du public, je suis obligé moi d'aller au plus proche du consommateur. Alors, vous avez aussi participé à cette foire, sauf erreur de ma part également. Oui. Vous étiez président? Non, j'ai représenté l'association des sommeliers de Bourgogne. Voilà, c'est ça. On est une association avec une 60aine de personnes. Et suivant les événements, on nous contacte et qui est disponible va représenter l'association. Et alors, quel est le rôle de l'association des sommeliers de Bourgogne? Le rôle, c'est représenter la sommellerie, c'est accueillir également des amateurs. Donc tout le monde peut adhérer à cette association qui est régionale et qui est en lien avec l'association nationale, Union de la sommellerie française. Ça permet des dégustations une fois par mois dans des domaines viticoles bourguignons. Et plein de belles choses, j'imagine. Et plein de belles choses. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est la mise en avant des domaines bourguignons et le fait d'avoir un lien avec l'Union de la sommellerie française au niveau national, c'est le partage avec les autres associations régionales. Quel est le rôle précis d'un sommelier? C'est de faire vraiment et découvrir le vin, trouver le bon vin qui va aller avec trouver le bon accord mets-plat, vin plat, vin mets. Le sommelier va officier dans un restaurant plutôt gastronomique, étoilé ou non, ou palace. Son rôle, c'est de trouver les pépites, c'est de trouver les meilleurs vins au meilleur prix pour que la clientèle soit heureuse avec les mets qu'elle déguste préparés par les chefs. Et alors, comment on fait pour choisir le bon accord? Dites-moi le secret du sommelier. Si voilà, j'ai des amis qui viennent dîner ce soir, comment je fais pour trouver le bon vin sans me tromper? On va faire surtout en fonction des goûts de ses amis. Voilà, puisque y a des personnes qui ne vont pas boire de vin blanc du tout, mais vous avez envie, vous, de cuisiner du poisson pour vos convives. Donc il va falloir un vin rouge plutôt léger. Voilà, donc il faut bien connaître les typicités des vins, ou du moins version caviste ou version sommelier, bien expliquer le thème de la soirée pour être bien conseillé. Et en précisant que j'ai par exemple quelqu'un qui ne boit pas de vin blanc ou exactement, voilà. Puisque tous les vins peuvent plaire à tout le monde. Il faut bien les mettre en valeur et tout va bien. Alors cette 92e foire a mis le vin à l'honneur. On a eu non seulement de nombreux événements, on a encore aujourd'hui Vini Divio pour clôturer. Il y a eu le concours de Chardonnay et de Pinot Noir. Pourquoi c'est important selon vous, qui êtes-vous un homme de vin, d'avoir mis ce précieux nectar à l'honneur? Ah oui, alors c'est un nectar et c'est un fleuron de la Bourgogne. Et les deux cépages sont l'identité même de la région et ils s'adaptent très bien dans d'autres régions.
Donc c'était l'avantage du concours Vini Divio auquel j'ai participé. Oui. Les 200 échantillons, les 15 pays. Vous avez été l'un des jurys. L'un des jurys, enfin, voilà. Parmi les 200, je crois. Il y avait 200 échantillons, mais je crois 150 personnes qui étaient là pour déguster les vins à l'aveugle. Voilà. Et Vini Divio, c'est incontournable. Foire de Dijon, le vin, la gastronomie. C'est important de représenter ces cépages et de les mettre en avant vers les passants du jour. Alors, vous avez été l'un de ces nombreux jurys, 220. Vous en avez dégusté 200? Non. Ah, bon, c'est bien ce qui me semblait. Mais alors, qu'est-ce qui... je dirais une quinzaine. Une quinzaine, je crois que c'est déjà énormément. Une quinzaine ou une vingtaine. Une vingtaine, vu le nombre de jurys. C'est quand même ce qui a marqué aussi ce concours de Chardonnay et de Pinot Noir, c'était cette spécificité, effectivement, du nombre de jurys et du nombre de vins à déguster. Qu'est-ce que vous retenez de ce concours Vini Divio? Enfin, voilà, de ce concours Chardonnay-Pinot Noir. Une très belle organisation et surtout, donc toute la dégustation se fait à l'aveugle. Et une fois que c'est terminé et tout dégusté, on enlève les chaussettes et on se dit waouh. Parce que on n'aurait jamais imaginé. Oui, pour la provenance, on n'aurait jamais imaginé une maison qui fait des milliers d'hectolitres. Qui ose se présenter à un concours et qui en plus puisse avoir une bonne note, et puis des vins d'autres pays. Sur la table de dégustation, il y avait eu principalement des vins de la Rheingau, donc en Allemagne, et vous avez été surpris? Plusieurs sont sortis dans le haut du panier. Et ça vous a surpris du coup d'avoir ces vins allemands notamment qui sont peut-être venus surpasser, je n'ose le dire, la Bourgogne? Je n'ose l'imaginer. On ne peut pas dire que ça les ait surpassés. Ceci dit, le cépage s'adapte très bien, que ce soit Chardonnay ou Pinot Noir. Et en face, quand on a un super sol et une personne ou un domaine qui sait manier le sol, le terroir et le cépage, ça peut faire que des bons vins. Alors vous m'avez parlé de pépites, je crois que vous en avez amené une et je crois qu'on va terminer cette émission, et je ne vais pas me plaindre, on va terminer la foire gastronomique non pas en se régalant, quoique le concours de tarte à côté nous attend après, mais en dégustant. Alors qu'est-ce que vous avez ramené? Donc au Marnais d'origine, je vous ai apporté un vin de pays de la Haute-Marne. Qui est un Pinot Noir, c'est ça? 100% Pinot Noir, il fallait rester dans le thème. Bien sûr, forcément, c'était soit un Chardonnay, soit un Pinot Noir. Vous ne pouviez pas déroger à la règle. Eh bien, écoutez, alors, je vais vous laisser nous servir, j'ai cette chance, moi, me fait servir le vin pour cette dernière émission. Alors, vous avez la chance de déguster et j'ai l'honneur de faire la dernière interview. Voilà, donc on va terminer cette émission. Ce qui m'autorise à vous faire déguster. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Alors, je ne suis pas une grande experte en vin. Parlez-moi un peu de ce vin. Alors, pour une dégustation, on va dire assez simple, on va regarder la couleur. Alors, je vais faire comme les pros. Je tiens mon verre et j'essaye de... je regarde sa couleur, sa robe. Voilà, une belle robe rubis, c'est brillant, c'est éclatant. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect visuel. Après, quand on va sentir le vin, on va voir les premières effluves. Oui. C'est l'élégance, c'est les fruits rouges, légèrement groseille, framboise. Déjà, on a envie d'aller à l'étape suivante. Ok. On le fait en 3 étapes, mais bien sûr. On va dire dans les us et coutumes, ça se fait naturellement. Beaucoup plus vite. Mais là, on prend le temps, effectivement. Et donc, on peut passer à la 3e étape. On peut passer à la 3e étape. Je ne vais pas le recracher, vous m'excuserez. Alors, dites-moi. Moi, je ne suis pas forcément assez experte pour... Il a une texture assez souple. Oui, effectivement. Voilà. C'est une colonne assez mince, des tanins fins. Oui. Et c'est une note de fruits rouges délicate. Une certaine douceur. Voilà. Effectivement, une certaine douceur. Donc c'est un vin de 2018, donc qui a déjà le temps de maturer un peu en bouteille. Voilà. Léger, les tanins fins, c'est idéal pour les personnes qui ne boivent pas de vin blanc et qui veulent du poisson, par exemple. Voilà. Donc ça, ce serait un bon vin pour accompagner un poisson. Voilà. Ou alors un début de repas, tout simplement. Une petite planche de charcuterie, ça peut être l'idéal. Alors pourquoi vous nous avez amené des petites friandises à côté? Des petites friandises, spécialité langroise. Ah. Voilà. Ok, donc je goûte aussi. Vous pouvez goûter et ça se marie très bien avec le vin rouge. Ah, je fais pareil, je regarde la couleur et la robe. Voilà. Je sens. Et on peut remarquer que ça ressemble très fortement à un petit langre. D'accord, oui, c'est vrai. Fromage de langre. Oui. Voilà. Mais là, c'est praliné. C'est praliné, c'est praliné et chocolat blanc. Alors, je finis de me régaler. Voilà. Très, très professionnelle, la journaliste. Mais écoutez, merci à vous, monsieur Sosseran. On finit voilà, cette dernière émission avec de la gourmandise et du vin, idéal.
Merci beaucoup pour votre temps. Merci de nous avoir parlé de votre métier de sommelier, de J'ai du vin. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pendant cette quinzaine, pendant cette foire gastronomique et internationale de Dijon. Il est temps de nous dire au revoir. La foire touche à sa fin. J'espère que, comme nous, vous avez profité et que vous êtes régalés, que vous êtes venus dans les allées, que vous avez apprécié, découvert des talents, découvert des produits locaux ou moins locaux. Il vous reste encore, peut-être encore quelques heures si vous avez de la chance. Merci bien sûr à l'équipe qui nous a accompagnés, Amandine Ibled, David Meuniot notamment pour les images, et puis bien sûr aussi Philippe qui avait le casque pour vérifier que tout le son passait bien. Donc merci à toute l'équipe et on vous dit tous ensemble, bien sûr, à l'année prochaine pour une nouvelle foire. Au plaisir!